Vikir progressait dans le sombre donjon, remarquant des rubis éparpillés dans les parages. Tout semblait indiquer que ces veines étaient connectées à la proche montagne de la Laine Rouge. Soudain, il aperçut une lueur brillante, provenant de l'intérieur du donjon, se demandant si c'était l'entrée qu'il cherchait. Excité à l'idée d'explorer davantage, il accéléra le pas et se retrouva bientôt dans une salle éclairée. Ses yeux s'adaptant à la lumière, il fut frappé par la vue d'un énorme rubis, placé sur un pilier au centre de la pièce. Il ne put s'empêcher d'admirer la beauté de la gemme, réalisant qu'elle devait être infusée de mana pour produire une telle lueur. Cependant, son moment d'émerveillement fut interrompu lorsqu'il repéra un squelette à proximité, allongé sur le sol. En s'approchant, il remarqua des signes de combat, y compris de profondes blessures de l'âme et des taches de sang sèche. Il comprit que quelqu'un était venu ici avant lui et périt sans pouvoir passer la première pièce du donjon. Curieux, Vikir ramassa une lettre se trouvant à côté du squelette. L'auteur de la lettre se nomme Kane. Il explique qu'il ne voulait pas salir le papier blanc de son nom. En lisant, Vikir réalisa que l'écriture était celle d'un Baskerville et il se demanda si l'auteur en était membre. La lettre décrit comment Kane et son frère Abel avaient découvert la légendaire chambre de pierre, dont la rumeur circulait dans la famille Baskerville depuis des générations. Les deux frères avaient réussi à naviguer à travers d'innombrables épreuves et à tuer de nombreux monstres dans leur quête pour atteindre la chambre de pierre. Cependant, la dernière tâche à accomplir les avait bloqués pendant 3 longues années. Vikir se demandait quel genre de trésor pourrait valoir une telle patience. Son attention se porta sur le rubis au centre de la pièce. Réalisant que cela devait être la clé pour accomplir la dernière tâche du donjon, Vikir lut à haute voix l'énigme sur le monument. En entrant, c'est 1, mais une fois à l'intérieur, c'est 2. En sortant, c'est 1. Il n'en saisit pas le sens, tout comme les deux frères avant lui. Selon la lettre, ces derniers avaient réfléchi longuement au texte sinistre avant d'arriver à une conclusion. Kane avait écrit que lui et Abel étaient des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance. Pour obtenir le trésor du donjon, ils devaient redevenir 1. Cela signifiait que seul l'un d'eux pouvait partir avec le trésor. Kane avait fini par tuer son propre frère dans une bataille féroce. Mais malgré cela, il n'y a pas eu de changement dans la pièce. Ils étaient certainement passés de 2 à 1, mais Kane ne pouvait pas s'emparer du trésor. Avec beaucoup de remords, Kane avait décidé de quitter les lieux et de mettre en garde quiconque s'y aventurerait. Il avait insisté dans la lettre qu'il n'y avait rien à obtenir dans cet antre du diable, qui ne servait qu'à narguer les humains. Vikir lut attentivement la lettre, alors que Kane racontait leur voyage vers le donjon. Ils avaient affronté d'innombrables défis pour y arriver, sans apercevoir l'ombre d'un quelconque trésor. Vikir ne pouvait s'empêcher de penser à l'énigme qu'il avait lue, et au fait qu'elle était la même que celle que Kane et Abel, malgré le fait qu'ils n'avaient pas de jumeaux. Il savait que Kane et Abel avaient mal interprété le texte. Mais que signifiait-il? En entrant, c'est 1, mais une fois à l'intérieur, c'est 2. En sortant, c'est 1. Les mots résonnaient dans son esprit, alors qu'il essayait de déchiffrer leur signification. Vikir refusait d'abandonner. Il savait qu'il n'y avait pas d'énigme sans réponse, et il était déterminé à la résoudre. Vikir examina attentivement le squelette, et eut soudain une réalisation. Il pensa à l'échec de Kane et Abel, et comprit que leur perte était due à leur vision superficielle de la situation. Alors qu'il se dirige vers le rubis au milieu de la pièce, il analyse le passage menant à une chambre en pierre lumineuse et réalisa que la réponse au donjon était dans l'énigme. Je suis 1 en entrant par le passage sombre, mais dès que la lumière du rubis projette une ombre sur moi, je deviens 2, et quand les ténèbres reviennent, c'est là que s'ouvrira la dernière étape de la chambre de pierre. En brisant le rubis, Vikir révéla que la réponse était l'ombre. Lorsque Vikir brisa le rubis, un éclair de lumière soudain illumina la pièce, révélant le trésor qui avait été caché dans le donjon. Les yeux de Vikir s'élargirent d'émerveillement lorsqu'il réalisa que ce qui se trouvait devant lui était la cause de la mort des deux frères. Devant lui reposait une épée qui émettait une aura maléfique, placée sur une pierre. Vikir fut choqué à la vue de l'épée et se demanda si c'était la relique de l'antre du diable. En examinant l'épée, ses yeux tombèrent sur le texte inscrit sur la pierre en dessous. Il indiquait que seuls ceux qui avaient le sang des Baskerville pouvaient s'emparer de Belzébuth. Il fut surpris d'apprendre que l'épée Belzébuth provenait de cet endroit même. À la mention du nom de l'épée, son esprit se remplit de souvenirs lointains. Il se souvint d'un livre d'images qu'il avait lu, enfant, qui représentait la mouche gloutonne, Belzébuth, un monstre sans précédent qui avait envahi le continent dans les anciennes légendes. Il se souvint que Belzébuth faisait partie de la constellation du diable, également connue sous le nom des 7 calamités, et que les chefs des 7 familles étaient intervenus pour les sceller. Vikir se souvint que le premier patriarche Baskerville avait combattu Belzébuth, et les restes de son pouvoir avaient été scellés dans les terres Baskerville. L'énergie démoniaque de Belzébuth était réputée pour attirer les monstres, et bien que la légende soit considérée par la plupart comme un simple mythe, Vikir savait que c'était la réalité. L'épée devant lui en était la preuve. Vikir se souvint également que la lame devant lui avait été dérobée par les clans démoniaques, entraînant d'innombrables morts parmi les humains sur le champ de bataille. Alors que Vikir essayait de retirer l'épée, il déclara qu'elle ne tomberait plus jamais entre les mains des clans démoniaques, car désormais, elle lui appartiendra. Soudain, il sentit une énergie entrer dans sa main et s'exclama de surprise.
Il tenait fermement la poignée de l'épée, mais soudain, elle disparut. Un instant plus tard, elle réapparut, complètement fusionnée avec la main de Vikir. Alors que Vikir tendait la main, l'épée Belzébob en émergea, émettant une aura faible. Vikir contemplait la lame avec émerveillement, sachant qu'elle était faite à partir du cadavre d'une constellation du diable. Il se sentait chanceux d'avoir reçu une arme aussi puissante. Avec un sourire sur le visage, Vikir se demandait à quel point il deviendrait plus fort dans cette vie avec Belzébob à ses côtés. Après avoir exploré le donjon, il réalisa qu'il n'y avait rien d'autre pour lui à obtenir. Vikir prit la décision de quitter les lieux, alors qu'il se retournait pour partir. Il sentit soudain quelque chose d'étrange se passer dans son corps. Il tomba à genoux, se sentant étourdi et affamé. En regardant sa main, Vikir entendit la voix de Belzébob résonner et réalisa que ce n'était pas lui qui avait faim, mais l'épée elle-même. Vikir se tenait à terre, serrant son estomac avec une expression douloureuse. La faim qui avait saisi Belzébob l'avait exténué, et il sentit que son odorat avait été intensifié en conséquence. Soudain, Belzébob commença à indiquer à Vikir une certaine direction. Vikir courut dans la direction que l'épée lui indiquait, curieux de ce qu'il allait trouver. En atteignant l'endroit, il vit que c'était le cadavre du chien de l'enfer qu'il avait tué plus tôt. Vikir fut surpris de voir que Belzébob était attiré par le cadavre et tendit l'épée vers celui-ci. Vikir regarda Belzébob absorber le sang du molosse, sentant sa propre faim diminuer, alors que l'appétit vorace de l'épée était rassasié. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si la faim de Belzébob avait causé l'assèchement des arbres et du sol sur la montagne voisine. En regardant l'épée, Vikir ressentit une certaine frustration face à la nature imprévisible de Belzébob. L'épée termina son repas, lâchant un bruit satisfait. Vikir observa que la faim de l'épée était enfin apaisée, et il saisit l'occasion pour étudier ses capacités. Il regarda les emplacements sur l'épée et vit que la capacité inhérente de Belzébob était appelée glouton des mouches. Vikir savait que ce pouvoir permettait à l'épée d'absorber les compétences de ses adversaires, en faisant une arme redoutable au combat. Cependant, sa capacité d'absorption était effrayante, et d'innombrables personnes avaient perdu leur capacité après avoir affronté Belzébob. Vikir était conscient de la nature dangereuse de ce pouvoir, et il savait qu'il ne pouvait stocker que 3 compétences dans l'épée. En examinant le premier emplacement sur Belzébob, Vikir vit qu'il était maintenant équipé de la compétence hémorragie du chien de l'enfer, classée B+. Cette compétence causait à sa cible de se vider de son sang, même à travers une simple blessure. Vikir eut soudain une idée et se rendit au cadavre du cerbère. Belzébob se mit au travail. Cependant, Vikir lui interdit de tout dévorer, car il ne pourrait pas l'expliquer si le cadavre était trop endommagé. Vikir tapota légèrement Belzébob sur sa main et dit assez. L'épée cria de regret, comme un enfant. Belzébob avait maintenant 3 emplacements pleins. Brûlure du cerbère, de rang A+, hémorragie du chien de l'enfer, de rang B+, et régénération à grande vitesse, du rat d'égout, de rang F. Vikir fut surpris de voir la capacité de rang F et remarqua un rat mort sous le cerbère. Il réalisa que Belzébob avait consommé le rat d'égout qui avait été écrasé sous le cerbère. Vikir pensait que c'était un grand exploit d'avoir acquis la compétence brûlure du cerbère, car la brûlure était l'une des pires douleurs qu'un humain puisse ressentir, bien pire que l'hémorragie du chien de l'enfer. Maintenant qu'il avait terminé la préparation du cadavre pour le soumettre à l'évaluation des chiens de l'ombre, Vikir se décida d'attendre la fin de l'épreuve. Les jeunes molosses avaient terminé leurs examens pratiques et étaient retournés à Baskerville, où ils attendaient avec impatience leur évaluation. Alors que les évaluations étaient faites, les jeunes molosses recevaient un bouclier, une épée ou un collier comme récompense, produit à partir des monstres que les molosses avaient chassés pendant l'épreuve. Mais l'un d'entre eux, qui avait chassé un monstre particulier, avait laissé une impression durable sur tous les Baskerville présents. Hugo, le patriarche de la famille Baskerville, était assis dans son bureau, l'air surpris, questionnant son majordome en chef. Le majordome en chef répondit, l'informant que le jeune maître Vikir van Baskerville, âgé de 8 ans, avait chassé le cerbère, un monstre de rang A qui avait accidentellement franchi la zone interdite pendant l'examen pratique. Hugo fut surpris que Vikir ait chassé un monstre de haut rang, que même les chiens de l'ombre de la famille avaient tendance à éviter. Le majordome en chef expliqua que le monstre était blessé par les flèches des tribus barbares, et que le jeune maître Vikir avait appliqué du poison sur sa lance en bois pour chasser le cerbère. Mais il n'y avait pas d'informations supplémentaires sur le type de poison utilisé ou comment il l'avait obtenu. Hugo était intrigué, mais le majordome en chef ne pouvait rapporter que ce qui était écrit dans le journal de chasse. Il avait prévu d'interroger Vikir à ce sujet, mais le jeune molosse était retourné dans son dortoir, déclarant qu'il était assez fatigué. Hugo était amusé, remarquant la ruse du jeune enfant. Il savait que l'information était le pouvoir, et que le pouvoir régnait suprême à Baskerville. Le majordome en chef ne put s'empêcher d'exprimer sa surprise. Un enfant portant le surnom de Van, plutôt que le ou la de la lignée directe, était si talentueux. Hugo répondit que peu importe la lignée d'un chien, il les élevait pour qu'ils deviennent de redoutables chiens de chasse, et que seule leur capacité comptait.
Hugo croyait fermement en l'évaluation des molosses en fonction de leur talent et de leur détermination, et non en fonction de leur lignée. Et que des déchets inutiles pouvaient provenir de lignées royales. Le majordome en chef se demandait si Hugo était préoccupé par son deuxième fils, qui se préparait pour un entraînement en isolement. Cependant, il n'exprima pas ses pensées et s'excusa simplement. Hugo rejeta son excuse, mais dit qu'il avait besoin de quelque chose pour améliorer son humeur. Et le majordome en chef répondit qu'il ferait venir le maître Vikir. Vikir se tenait devant le patriarche Hugo, l'air composé et confiant. Hugo lui demanda comment il avait réussi à capturer le cerbère, et Vikir répondit calmement qu'il avait utilisé du chocolat sur sa lance en bois, car c'était un poison mortel pour les monstres canins. Cela surprit Hugo, qui comprit pourquoi Vikir avait demandé du chocolat avant la chasse. Le majordome en chef, présent dans la pièce, fut surpris par l'absence de formalité entre les deux, se demandant si c'était simplement une conversation entre un père et son fils. Mais la conversation se poursuit, Hugo demandant à Vikir pourquoi il n'avait pas répondu correctement lorsque le majordome l'avait interrogé sur la chasse. Vikir expliqua que le majordome n'était pas son maître, et quand Hugo demanda qui était son maître, Vikir dit simplement que comme il appartenait au clan, le maître du clan était également son maître. Hugo sourit en félicitant Vikir pour sa chasse réussie, lui disant qu'en récompense, le cadavre du monstre serait à lui seul, et qu'il lui accordera un vœu. Les yeux de Vikir s'illuminèrent à cette opportunité. Il savait exactement ce qu'il voulait. Avec un sourire déterminé, il exprima son souhait à voix haute, demandant l'accès à la bibliothèque des 10 000 épîtres. La bibliothèque des 10 000 épîtres était l'une des plus grandes bibliothèques de l'Empire, située au cœur même du clan Baskerville. Hugo haussa un sourcil à la demande, rappelant à Vikir que seul le patriarche et son second, ainsi que leurs descendants directs, étaient autorisés à entrer dans la bibliothèque. Inébranlable, Vikir déclara qu'il était prêt à renoncer s'il n'y était pas autorisé, mais secrètement, il prévoyait déjà de s'y introduire en douce. À sa surprise, Hugo lui accorda la permission d'entrer dans la bibliothèque. Vikir était choqué, mais cela ne s'arrêtait pas là. Hugo lui ordonna de lire la 6e technique de Baskerville, qui se trouvait dans la 6e zone restreinte au plus profond de la bibliothèque. Vikir fut pris de court en entendant que Hugo permettait à un enfant portant le nom de Van de lire la 6e technique de Baskerville. Il était inconcevable qu'un enfant illégitime soit autorisé à aller au-delà de la 4e technique. Cependant, Vikir essaya de garder son calme. Après tout, ce n'était que la 6e technique. Il savait que Hugo était actuellement à la 7e technique de Baskerville. Et avant sa régression, Hugo avait réussi à matérialiser 9 crocs, synonyme de la 9e technique. Jamais il n'oublierait la discrimination qu'il avait subie en tant qu'enfant illégitime. Et il était déterminé à dépasser le niveau d'Hugo. Son objectif était d'obtenir le plus grand trésor de Baskerville, le manuel contenant les enseignements du premier patriarche qui avait réussi à soumettre les 7 grands désastres. Il savait que ce livre était la clé de son succès, et Hugo serait celui qui le lui remettrait. Alors que Hugo souriait et souhaitait bonne chance à Vikir, ce dernier s'inclina et le remercia. Il savait qu'Hugo n'avait aucune idée de la véritable valeur du livre qu'il lui remettait, mais cela n'avait pas d'importance. Il était confiant qu'il tirerait le meilleur parti de cette opportunité et deviendrait le plus fort au-delà de toute attente. Vikir arriva à la bibliothèque des 10 000 épîtres et regarda autour de lui avec émerveillement. Alors qu'il parcourait les livres, il lisait leurs noms à haute voix. Incisives tranchantes, molaires broyeuses, canines perçantes et d'autres livres d'épéisme. Tous des manuels qu'il avait désespérément voulu apprendre dans sa vie passée. Cependant, Vikir savait que quel que soit le mana qu'un enfant illégitime de Baskerville possédait, il ne pouvait apprendre aucune technique supérieure à la 4e. La famille Baskerville avait mis ce mécanisme en place pour s'assurer que les molosses ne montreraient jamais leur croc à leur maître. Vikir arriva finalement à un endroit où un livre était scellé par des chaînes. Il se demandait si c'était cela, le livre sur la 6e technique. Il ne pouvait pas croire que Hugo lui avait si facilement offert un livre d'une telle valeur. Vikir savait qu'avant sa régression, il n'aurait jamais rêvé d'une telle opportunité. Alors qu'il déverrouillait le cadenas, il se dit que Hugo avait permis cela, pensant qu'un enfant de 8 ans ne serait pas capable de mémoriser le contenu du livre en une journée. Cela dit, Vikir avait déjà appris la théorie derrière les techniques de la 1re à la 4e, jusqu'à en mémoriser le contenu. Il avait fait cela pour déduire la théorie de la 5e technique. Vikir réalisa qu'après avoir matérialisé le 4e croc, il avait dû arrêter le flux de mana. Peut-être que c'était pour cela qu'il ne pouvait pas matérialiser le 5e croc. La technique d'épée de Baskerville avait une caractéristique unique. En fonction de l'étape de l'épée, un croc se matérialisait pour la 1re technique, 2 crocs pour la seconde, et ainsi de suite. Et quand un croc est matérialisé, une énergie d'épée rouge cramoisie apparaissait. En réalité, l'opportunité de lire le 6e tome de la technique Baskerville importait peu à Vikir. Il était venu à la bibliothèque des 10 000 épîtres pour une raison différente, trouver le moyen d'atteindre un niveau supérieur à celui qui était connu actuellement. Vikir sortit de la section des livres d'épéisme de la bibliothèque, surprenant les gardes. Ils lui demandèrent s'il avait déjà fini de lire les livres.
lui proposant de lui apporter plus de livres. Mais Vikir refusa et leur assura qu'il avait terminé ce pourquoi il était venu. Les gardes étaient surpris que Vikir ait terminé si rapidement et lui suggérèrent de rester plus longtemps pour parcourir d'autres livres. Vikir les assura en disant qu'il envisageait de lire d'autres livres avant de partir. Alors que Vikir s'éloignait, les gardes commencèrent à chuchoter entre eux, disant que la section vers laquelle Vikir se dirigeait était remplie de livres divers. S'ils étaient à sa place, ils liraient les manuels d'épéisme qui se trouvaient au fin fond de la bibliothèque. Ils se demandaient si Vikir ne connaissait pas leur valeur en raison de son jeune âge. Vikir entendit leur conversation et les ignora. Il savait que parmi les livres divers poussiéreux se cachait un trésor incroyable. Alors que Vikir regardait autour de lui, ses yeux s'illuminèrent soudain lorsqu'il repéra un livre intitulé « Une embuscade furtive ». Il le prit et le tint dans ses mains. C'était le livre qu'il cherchait. Il l'examina et nota que c'était un livre inutile avec des pages déchirées, mais il en connaissait la vraie valeur. Il se souvenait d'une époque avant sa régression, où il était affilié à l'escouade des chiens de l'ombre. Ils avaient trouvé une seule page, déchirée d'un manuel d'épéisme, avec l'écriture d'un Baskerville. À l'époque, Hugo était obsédé par la recherche du livre qui correspondait à la page, et il avait fouillé toute la bibliothèque. Il le trouva finalement dans le livre que tenait Vikir entre ses mains. Le livre contenait les écrits des ancêtres de Baskerville. Plus précisément la 10e technique des Baskerville, la plus puissante de toutes. Il avait envoyé des chiens de chasse aux 7 grandes familles pour obtenir les 6 pages restantes, allant même jusqu'à déclarer la guerre à ceux qui le refusaient. Après le sacrifice de nombreux chiens de l'ombre, toutes les pages manquantes avaient été remises à Hugo. C'est ainsi qu'Hugo avait dépassé la 7e technique et avait atteint la 9e, au prix du sacrifice d'innombrables chiens de l'ombre, morts au combat. Les yeux de Vikir se rétrécirent de colère en se rappelant cela, et il se dit qu'il avait été naïf, et il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Vikir se souvenait de tout le contenu de ces pages manquantes, et réalisait que la seule raison pour laquelle il ne pouvait pas progresser au-delà de la 4e technique était qu'il n'avait pas accès au tome original. Il savait que ces pages manquantes détenaient la clé pour maîtriser toutes les techniques. Sans elles, le livre n'était rien d'autre qu'une collection de techniques aléatoires et inutiles. Après avoir parcouru le livre, il se dit que si d'autres personnes le lisaient, il ne verrait qu'un livre divers, n'ayant aucun sens. Mais dès qu'on utilise les pages manquantes pour combler les vides, le livre se transforme en un véritable chef-d'œuvre. Vikir avait atteint l'extrême de l'aura d'un gradué de l'épée, ainsi que le plus haut niveau de la 4e technique avant qu'il ne régresse. Il savait qu'il pouvait le refaire. Vikir était profondément absorbé par la lecture du livre, et le temps semblait passer rapidement. Lorsqu'il ferma enfin le livre, il réalisa que la nuit avait laissé place au jour. Il était émerveillé par tout ce qu'il avait accompli pendant ce temps, et se sentait fier de lui-même pour avoir mémorisé tout le contenu du livre. En se levant, Vikir prit conscience de son environnement, et réalisa que les chiens de l'ombre n'étaient plus dans les parages. Il savait qu'il ne pouvait pas manifester d'Icro avec un jeune corps, mais il était confiant qu'actuellement il pouvait atteindre la 5e technique qu'il n'avait pas pu toucher dans sa vie précédente. Concentré, il entra dans un état de compréhension. Il se tenait devant un adversaire imaginaire et commença à exécuter la technique d'épée de Baskerville, libérant toute sa puissance à chacune de ses attaques. D'abord, il exécuta la 1re technique, puis la 2e technique, suivie de la 3e technique, et enfin la 4e. Alors qu'il enchaînait les techniques, des souvenirs de son passé inondèrent son esprit. Il se souvint à quel point il avait travaillé dur pour obtenir le plus haut niveau de l'aura de gradué dans sa vie précédente. Mais il ne pouvait pas apprendre de techniques d'épée appropriées. Il n'avait reçu que du mépris et de l'hostilité de la part de descendants de la lignée directe, parce qu'il était né d'une relation illégitime, l'empêchant ainsi de procéder au-delà de la 4e technique. Mais cette fois, Vikir était déterminé à ne pas laisser son passé le retenir. Il attaqua de toutes ses forces, canalisant sa colère et sa frustration dans ses coups d'épée. Au milieu de ses attaques, les pensées de Vikir devinrent rebelles. Avec une image vivante de Hugo devant lui, il déchaîna sa technique, coupant à travers la personnification d'Hugo avec précision. Vikir respirait lourdement et se demandait s'il était capable d'exécuter la 5e technique. Il serra les mains et sourit, en sentant une sensation de puissance monter dans son corps. Il était submergé de bonheur, au point qu'il pouvait en pleurer. Soudain, il réalisa qu'il avait besoin d'une épée pour tester sa nouvelle technique. À ce moment, à une vitesse record dans l'histoire des Baskerville, les canines d'un jeune chien commencèrent à pousser, montrant les crocs à son maître. Vikir rayonnait de fierté, son corps tremblant encore d'excitation, de son succès à atteindre le 5e croc. Il avait du mal à réaliser la vitesse de ses progrès, en regardant l'aura liquide qui coulait en lui, signe de son nouveau statut de gradué de l'épée. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir un sentiment d'accomplissement. Le gradué de l'épée était un niveau complètement différent de l'expert de l'épée, et il en était maintenant un.
C'était un point qu'il avait mis 30 ans à atteindre dans sa vie précédente. Et pourtant, il n'avait actuellement que 8 ans. L'aura en lui s'était transformée en un état liquide, et avec une densité accrue qui lui permettait de l'utiliser plus librement. Vikir se sentait confiant de ses nouvelles capacités, mais il savait qu'il avait un long chemin devant lui. Il était déterminé à maîtriser la technique d'épée des Baskerville et à l'utiliser à son plein potentiel. Vikir plaça soigneusement le livre près de la fenêtre et prit un moment pour réfléchir à ses progrès. Il savait qu'il avait parcouru un long chemin depuis sa régression et il était maintenant plus fort qu'avant. Il avait l'impression qu'il pouvait défier un gradué de classe moyenne s'il le voulait et il était confiant qu'il pourrait gagner en utilisant ses nouvelles compétences. Cependant, Vikir savait aussi qu'il ne pouvait pas révéler sa force à Hugo. Il devait montrer à Hugo juste assez pour se démarquer afin qu'il ait suffisamment de temps pour préparer sa vengeance. Vikir sortit une loupe et la plaça soigneusement près du livre. Les rayons du soleil convergèrent sur les pages du livre à travers la loupe et un feu commença à brûler. Avec un sourire maléfique, Vikir se dit que la destruction du livre empêchera Hugo d'atteindre la 10e technique, alors que Vikir lui-même n'aura aucune difficulté à y parvenir. Soudain, les gardes qui s'étaient retirés entrèrent dans la bibliothèque. L'odeur du papier brûlé avait attiré leur attention. Ils furent surpris de voir le livre détruit et interrogèrent Vikir sur ce qui s'était passé. L'expression de Vikir était prise de panique et il expliqua qu'il avait accidentellement laissé la loupe traîner, ce qui avait provoqué le feu. Il proposa d'informer les majordomes de l'incident. Les gardes savaient qu'ils pourraient être sévèrement punis pour cela et après une brève pause, l'un d'entre eux prit la parole en disant que ce n'était pas quelque chose pour laquelle ils devaient s'excuser. C'était leur faute de ne pas l'avoir surveillé correctement et ils étaient juste contents que ce soit une zone avec des livres inutiles. Les gardes offrirent de garder le secret. Vikir accepta de garder l'incident entre eux. Il s'excusa auprès des gardes pour le dérangement et en s'éloignant, les gardes commentèrent à quel point il était aimable et bienveillant envers eux. Ils pensaient que cela méritait le respect. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Vikir arborait un sourire malicieux en se retirant. Dans le bureau de Hugo, ce dernier demanda à Vikir s'il avait appris quelque chose d'utile à la bibliothèque. Vikir répondit qu'il avait découvert une sensation brûlante et tranchante, mais aussi douce et visqueuse. Cette déclaration choqua Hugo, ainsi que le majordome en chef, qui réalisèrent que Vikir avait peut-être atteint l'aura. L'aura était signe d'une entrée officielle dans le monde de l'épée. Même les génies devaient s'entraîner sans relâche jusqu'à l'âge de 15 ans pour atteindre le niveau d'expert en épée de classe inférieure. Hugo était excité, mais réalisa que Vikir n'avait que 8 ans et refusa de croire qu'il avait atteint ce niveau. Il demanda à Vikir s'il pouvait lui montrer ce qu'il avait appris, et Vikir accepta. Dans une structure semblable à un colisée, Vikir se tenait avec une épée à la main. De nombreux jeunes molosses le regardaient avec confusion. Le majordome en chef demanda à Hugo comment il comptait tester les compétences de Vikir, et Hugo répondit qu'il allait libérer un monstre pour que Vikir l'affronte. Le majordome en chef fut choqué à l'idée, et Hugo confirma qu'il avait préparé une bête affamée pour l'occasion. La porte devant Vikir s'ouvrit, et un garde en sortit, tirant un orc enchaîné. L'orc était une créature massive à la peau verte, aux muscles saillants et aux défenses acérées. Ses yeux rétrécis balayaient le colisée, évaluant ses adversaires. Les jeunes molosses dans le public étaient en état de choc et d'admiration devant la créature redoutable. Certains se demandaient s'il était vraiment raisonnable de permettre à un enfant de 8 ans d'affronter un orc, et si les chiens de l'ombre pouvaient intervenir à temps si les choses dégénéraient. Malgré les doutes du public, Vikir resta calme et concentré, prêt à affronter l'orc avec son épée. Hugo donna le signal, et le garde libéra la créature. L'orc poussa un rugissement puissant et se précipita vers Vikir. Cependant, Vikir resta calme et attendit le bon moment pour frapper. Alors que l'orc s'approchait, Vikir balança son épée à une vitesse fulgurante, tranchant le bras de l'orc en un mouvement rapide. Le public ainsi que l'orc furent choqués par la soudaine démonstration de force de Vikir. Mais Vikir ne perdit pas de temps et balança rapidement son épée à nouveau, tranchant proprement la jambe de l'orc. L'orc tomba au sol, grognant de douleur. Vikir était parfaitement calme et analysait la situation. Il réalisa que l'orc devait être surpris par le saignement qu'il lui avait infligé, malgré sa compétence distinctive de régénération à grande vitesse, qui ne pouvait s'activer. Vikir savait que les monstres de Rancé ne pouvaient pas arrêter l'hémorragie causée par la compétence d'un chien de l'enfer de classe B. Le public était incrédule face à la scène. Il ne pouvait pas croire qu'un enfant de 8 ans pouvait être aussi fort. Certains se demandaient si c'était même possible de faire cela sans utiliser de mana. Vikir regarda Hugo, mais ce dernier était imperturbable. Aucune expression ne pouvait être lue sur son visage. Vikir savait que Hugo essayait de déterminer ses progrès et décida de lui montrer ce qu'il désirait voir. Soudain, les yeux d'Hugo commencèrent à briller et le majordome en chef s'exclama de surprise, se demandant si c'était la lame d'Aura. L'épée de Vikir commençait à briller d'une lumière rouge alors qu'il se précipitait vers l'orc qui tentait de se lever. Avec un coup rapide, l'épée d'Aura trancha l'air et fit exploser la tête de l'orc. Hugo, assis sur une chaise au loin, ne pouvait pas croire ses yeux. Le majordome en
majordome-en-chef reconnut immédiatement la lueur émanant de l'épée de Vikir, désignant l'aura d'un expert de l'épée de classe inférieure. Il félicita Hugo, s'exclamant qu'il venait d'assister à la naissance d'un génie incomparable dans toutes les familles de l'Empire. Cependant, l'attention d'Hugo fut attirée par le sang de l'orque, qui continuait à couler malgré sa capacité de régénération rapide. Il dit au majordome-en-chef que Vikir avait gagné uniquement parce que l'orque était faible. Mais juste à ce moment-là, la voix de Vikir atteignit les oreilles d'Hugo, et il se tourna vers son fils. Avec un sourire innocent sur son visage, Vikir demanda « Y a-t-il quelque chose de plus fort que cet orque ?» L'audience remplie de jeunes molosses fut surprise lorsque Vikir demanda un adversaire plus fort. Vikir avait ses propres raisons de vouloir affronter un adversaire plus puissant. Il espérait impressionner son père et démontrer ses progrès devant le public. Il était sûr qu'en faisant cela, il pourrait être reconnu et peut-être séparé de son père. En étant envoyé dans un territoire lointain en mission, ou en étant admis dans une académie, Hugo, qui observait depuis les coulisses, commenta que les orques qu'il avait amenés de loin ne suffisaient pas à satisfaire la faim de son fils. Il était d'accord avec Vikir et suggéra qu'il devait affronter des adversaires plus difficiles à son âge. Se retournant vers le majordome-en-chef, il lui demanda s'il avait capturé une créature plus puissante lors de la dernière subjugation. Le majordome-en-chef confirma qu'il ne restait qu'une seule créature, et Hugo ordonna qu'elle soit amenée. Vikir et le public furent surpris en voyant un troll être conduit devant lui. Vikir se tenait dans l'arène, faisant face à un troll redoutable qui faisait 3 fois sa taille. Vikir demanda l'approbation de Hugo pour commencer le combat, et lorsque Hugo donna le signal, les chaînes du troll furent libérées et il se jeta sur Vikir avec un coup de poing puissant. Mais Vikir était agile et il réussit à esquiver l'attaque avec aisance. Il se déplaça rapidement derrière le troll, profitant de sa confusion momentanée. Dans le public, quelqu'un s'exclama que c'était le moment parfait pour attaquer et se demanda pourquoi Vikir l'avait manqué. Hugo, d'autre part, acquiesça et expliqua que les trolls avaient un excellent pouvoir régénératif et seules les attaques fatales valaient la peine d'être exécutées. C'est pourquoi un plan était nécessaire pour chasser un troll. Pendant que le troll se précipitait vers Vikir, il esquiva gracieusement chacune de ses attaques. Le public regardait avec étonnement Vikir éviter les attaques du troll sans effort. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Vikir ne ripostait pas. Il spéculait qu'il essayait peut-être de fatiguer le troll ou qu'il avait un autre plan en tête. Après un moment, Vikir réalisa que le combat devenait fastidieux et décida de passer à l'action. Il savait que s'il utilisait toute sa force, il pourrait facilement tuer le troll, mais cela le mettrait dans une situation difficile. Il devait rendre cela plausible. Alors il décida d'utiliser la puissance du troll contre lui-même. Alors que le troll attaquait à nouveau, Vikir saisit l'opportunité et trancha rapidement son bras, le détachant presque de l'épaule du troll. Le public poussa un cri de stupéfaction en voyant le mouvement rapide et décisif de Vikir. Ils pensaient qu'il avait tué le troll, mais réalisèrent bientôt qu'il se rétablirait instantanément, à moins que la blessure ne soit fatale. Les blessures du troll commencèrent à guérir à un rythme alarmant. Vikir réalisa que le seul moyen de le tuer était d'utiliser la compétence d'hémorragie de Belzébuth. Cependant, il savait que l'utilisation d'une telle technique viderait le combat de son sens. Hugo conseilla à Vikir d'arrêter avant que la situation ne soit irrécupérable. Mais Vikir ignora le conseil et répondit qu'il y était presque. Il dit se sentir proche d'une épiphanie et l'assura que s'il ne pouvait pas tuer le troll avec sa prochaine attaque, il abandonnerait. Alors que le troll grognait de rage, Vikir ne pouvait s'empêcher de se demander quel degré de puissance il devait révéler. Il savait qu'il avait déjà décidé d'une réponse. Il voulait montrer un scénario où il avait progressé grâce à une épiphanie pendant le combat. Il était curieux de voir comment Hugo réagirait à cela. Son épée brillait d'une couleur cramoisie alors qu'il se préparait pour une attaque puissante. Lorsque son épée frappa la tête du troll, elle fut tranchée nette, sans aucune résistance. Il y eut un silence. Le public était choqué de ce qu'il venait de voir. C'était sans précédent pour un enfant de 8 ans d'atteindre la 2e technique du clan Baskerville, normalement atteinte à l'âge de 18 ans. Vikir était ravi de sa victoire et avait un sourire innocent sur son visage. Cependant, Hugo était sous le choc et ne pouvait pas en croire ses yeux. Une semaine s'était écoulée depuis la démonstration impressionnante de Vikir contre le troll, et il se trouvait assis dans la salle à manger du clan Baskerville, regardant fixement un bol de viande peu appétissant. Pendant qu'il mangeait, Vikir remarqua que tout le monde l'évitait, ce qui ne le surprit pas, puisque le pouvoir était craint et respecté dans leur famille. Mais il était content que même Hugo avait été pris de court par sa récente démonstration de puissance. Vikir réfléchissait à ce qu'il avait révélé jusqu'à présent, y compris la 2e technique de Baskerville, et son expertise de l'épée de rang moyen. Cependant, il savait également que son pouvoir réel était en fait un gradué de rang inférieur, qui pouvait exécuter faiblement la 5e technique de Baskerville. Avec la compétence qu'il avait obtenue du troll, il était sûr qu'il était à présent plus fort qu'un gradué de rang moyen. Il réalisa à quel point son appétit avait grandement augmenté depuis son assimilation de la compétence de régénération du troll, une compétence de rang C+. Soudain, les triplés apparurent derrière Vikir, le surprenant. Il ne voulait pas avoir affaire à eux à nouveau. Il se retourna vers sa nourriture, continuant son repas dans une atmosphère tendue. Les triplés
s'exclamèrent qu'ils voulaient lui faire part de leur admiration. Sa victoire sur le Cerbère et le troll était incroyable. Vikir fut tellement surpris qu'il cracha sa nourriture. Les triplés lui demandèrent s'il allait bien, mais Vikir demeurait méfiant. Il s'agissait peut-être d'une tentative de l'amadouer pour mieux le poignarder dans le dos. Il envisagea de les tabasser avant d'y réfléchir davantage. Mais avant qu'il ne puisse agir, le majordome en chef Barrymore apparut derrière lui et l'appela par son nom. Vikir fut surpris de le voir et se demanda ce qu'il lui voulait. Barrymore l'informa qu'il devait se rendre rapidement dans le bureau du patriarche, laissant Vikir curieux quant à la raison de sa convocation. Dans le bureau du patriarche du clan Baskerville, Hugo était assis sur sa chaise lorsqu'une personne entra et le salua. C'était le patriarche par intérim du clan Mork, Adolphe Mork. Après un bref échange, Adolphe mentionna qu'il espérait que l'événement annuel se déroulerait sans encombre. Hugo lui assura que la formation conjointe s'était toujours bien déroulée. Adolphe évoqua alors l'incident de l'année dernière, où 2 enfants avaient été gravement blessés, un de chaque famille. Hugo tenta de minimiser l'incident, disant que ce n'était qu'une égratignure, que les enfants du clan Mork semblaient curieusement dramatiques. Adolphe retorqua que c'était parce que les Mork étaient nobles et dignes. Les Baskerville et les Mork étaient autrefois en bons termes, car ils étaient respectivement un clan de mages renommés et un clan d'épéistes au sang de fer. L'empereur précédent avait dit que la magie et l'épée étaient un dieu complémentaire, et à cause de cela, ils avaient commencé des sessions d'entraînement conjointes pour les enfants entre 8 et 15 ans, qui se déroulaient chaque année dans une ambiance cordiale. Cependant, la tension est montée lorsqu'une mine de rubis a été découverte entre leurs territoires, et du sang a été versé lors du conflit. En conséquence, les 2 patriarches en sont arrivés à être en mauvais termes. Cela dit, ils n'avaient d'autre choix que de maintenir l'entraînement conjoint ordonné par l'empereur. Adolphe était venu sur place afin de représenter son frère et de s'assurer du bon déroulement de l'événement. Il mentionna à Hugo qu'il avait entendu parler de l'apparition d'un talent exceptionnel dans la famille Baskerville, ce qui était une grande bénédiction pour l'Empire entier. Il expliqua qu'un talent rare, peut-être né une fois par siècle, était apparu chez les Baskerville. Cependant, Hugo répondit avec fierté que ce n'était pas si important. Adolphe remarqua la réaction d'Hugo et fut surpris que ce dernier ait réellement accepté le compliment. Et ensuite, Adolphe mentionna que les Mork avaient également un talent semblable dans leur rang et appela sa nièce, Camus, l'invitant à entrer dans la pièce. Une jeune fille aux cheveux roux entra alors dans la pièce et Adolphe la présenta à Hugo comme la fille de sa sœur, Respané. Adolphe se tourna vers Camus et lui demanda de saluer le patriarche. Mais au lieu de répondre, Camus accusa Hugo d'être le voleur qui avait dérobé leur mine de rubis et exigea qu'il la lui rende. Cette accusation ne plut pas à Hugo, qui lança un regard furieux à Adolphe. Camus expliqua ensuite qu'Adolphe avait désigné celui avec la barbe de chevreuil au menton comme le voleur qui avait dérobé la mine de rubis. Adolphe niait avoir jamais dit une telle chose, mais Camus insista sur le fait qu'il l'avait dit 1h42 plus tôt, juste avant de descendre du carrosse. Hugo, essayant de contrôler sa colère, demanda des explications, mais Adolphe tenta de calmer la situation en suggérant qu'il y avait eu un malentendu. Cependant, Hugo dit qu'il n'était pas nécessaire qu'Adolphe lui explique les problèmes d'éducation du clan Mork. Camus persistait dans son accusation, se plaignant qu'elle ne pouvait même pas mener ses recherches de magie sans ses précieux rubis. Adolphe tenta de la retenir, mais en vain. Hugo perdait patience et s'exprima avec colère. Il semblait que les Mork n'en avaient rien à faire des bonnes manières. Adolphe défendit Camus, accusant Hugo de menacer une fillette de 8 ans. Cela laissa Hugo sans voix, car il ne pouvait pas se résoudre à agir de manière à ternir son image. Soudain, une nouvelle voix retentit dans la pièce, remarquant que les Mork n'enseignaient pas à leurs enfants à ne pas envier ce qui appartient aux autres. La voix n'était autre que celle de Vikir, et le majordome en chef informa Hugo qu'il avait amené le jeune maître. Adolphe fut pris de court par l'apparition soudaine de Vikir, et ne put s'empêcher de se demander s'il était le talent précieux des Baskerville. Cependant, ses pensées furent interrompues lorsqu'il réalisa que Camus, qui était assis juste à côté de lui, avait disparu. Elle s'était approchée de Vikir et lui avait demandé de répéter ce qu'il venait de dire. Adolphe l'appela, essayant de l'empêcher de faire une scène. Pendant ce temps, Vikir analysait Camus, se demandant si elle était la fameuse impératrice au sang de fer de ses souvenirs. Vikir se souvint de la réputation de Camus au sein du clan Mork, qui avait élevé d'innombrables mages. À son apogée, elle avait tué tous les monstres ainsi que tous les barbares de la montagne rouge et noire à elle seule, les brûlant par des lances enflammées et créant la célèbre frontière faite de sang et de cendres. De plus, sa beauté était exceptionnelle et elle était même capable d'influencer la famille impériale. En conséquence, elle était appelée la déesse enflammée de l'autorité. Vikir pensa que tout cela était dans un avenir lointain et qu'elle n'était qu'une enfant pour le moment. Camus interrompit les pensées de Vikir et lui demanda pourquoi la mine de rubis lui appartenait. Vikir resta calme, s'indignant sur la façon d'agir de Camus. Camus commença alors à conjurer un sort, mais au lieu d'attaquer, elle créa une sculpture de glace pour illustrer son point de vue. Vikir fut surpris par l'utilisation de magie de Camus, qui prit la forme d'une sculpture de glace. Alors que Camus pointait vers sa création et commençait à expliquer, elle indiqua une grotte à proximité et déclara que la mine était située à la frontière entre le territoire de Mork et de Baskerville. Et bien que l'entrée de la mine soit sur le territoire Mork,
La mine elle-même s'étendait sous les territoires de Baskerville, empêchant les Baskerville de la revendiquer entièrement pour eux-mêmes. Camus souligna que le filon de Ruby appartenait au clan Morgue, mais les Baskerville prétendaient qu'il s'agissait d'une intrusion et interrompaient leur activité minière. Camus expliqua en outre que les Morgues avaient proposé de payer un loyer pour le territoire, mais les Baskerville avaient rejeté l'offre. Adolphe semblait satisfait de cette explication, mais Hugo était de plus en plus agacé par la situation. Vicky retorqua que les rubis étaient couramment utilisés comme ingrédients magiques et que les Baskerville n'avaient pas besoin de les extraire. Cependant, il souligna également qu'il était regrettable pour les Morgues que les Baskerville ne soient pas des idiots qui ouvriraient leur territoire en échange de quelques centimes. Camus était confuse. Si les Baskerville n'avaient pas besoin de rubis, alors pourquoi ne pas louer leurs terres? Vicky expliqua que les Baskerville étaient uniquement intéressés par leurs terres et ne voulaient pas que quelqu'un d'autre en tire profit. Il avertit Camus de ne pas venir sur leur territoire, car ils étaient ceux qui subiraient des pertes dans cette situation. Camus, cependant, n'était pas satisfaite. Elle revendiqua la possession du filon de rubis et plaça son bras sur la sculpture dans le territoire de Baskerville, demandant à qui appartenait ce bras. Vicky rattrapa son bras et répondit avec un sourire, disant que c'était son bras, car il était sur son territoire. Camus sentit son visage rougir de gêne, alors que les mots de Vicky la surprit. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, et répondit en bégayant, lui demandant de quoi il parlait. Comment pourrait-elle lui appartenir? Vikir, qui semblait amusé par la réaction de Camus, répondit avec un sourire malicieux. Qui a dit que tu étais à moi? Soudain, Vikir sortit une dague, prenant de court tous ceux présents dans la pièce. Maintenant, son sourire maléfique, il dit de manière menaçante, « J'ai dit que ton bras est à moi. » Effrayé, Camus se mit à trembler devant l'air terrifiant de Vikir. Hugo, qui était assis à proximité, avait les yeux écarquillés. Une tension effroyable s'était installée dans la pièce silencieuse. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, écris-moi le nom de ton personnage préféré dans les commentaires. À la prochaine, qu'à la fin.